Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Bonjour Axel. Salut Bertrand. Pour rappel, Data Watch, c'est un podcast où on fait de la veille autour d'articles de data engineering. Des fois, on dépasse un petit peu. On parle d'IA aussi, mais c'est souvent autour de la data engineering dans tous les cas. Et aujourd'hui, on va aborder deux articles, dont un article qui va parler de la sortie de Python 3.14. Il y a un article, je ne sais plus de qui, mais qui résumait déjà certaines nouveautés. C'est pas exhaustif cet article-là, mais ça résume et ça simplifie pas mal C'est sur le de blog concepts. de Docstring. Ouais, Ouais, exactement. de Thibaut Houdon. Et je l'ai trouvé super intéressant. Ouais, non, il explique bien, ouais. C'est ça. Et en deuxième article, on va parler de data redaction. On va voir ce qu'on veut dire. VS Ouais. data masking. Donc Python 3.14. Pas mal de nouveautés. Ouais. De ce que j'ai vu. Je pense que la plus grosse nouveauté, c'est le tag string. Il y a ça. Il y a le t-string. Enfin, le Ouais. t-string. Bon, on va dire Bah, t-string. c'est t-string pour tag string, en fait. Ok. De ce que j'ai compris. Ouais. Effectivement, il y avait ça. Il y a aussi le fait d'avoir des messages d'erreur plus utiles. On va en parler un peu après. On va parler aussi d'annotation différée. On va voir ce qu'on veut dire là-dedans. Il y a la disponibilité du GIL, du JIT, une fonctionnalité multi-interpréteur, une nouvelle compression, le fait de pouvoir débugger un code Python en cours d'exécution via un autre il y a énormément code. de nouvelles choses dans C'est cette ça. version-là, je trouve. Ouais. Plus que les versions précédentes. Ouais, je trouve que ça parle. Il y a plus de choses, effectivement. Enfin, j'ai l'impression. Et des plus grosses fonctionnalités. Ouais. Ouais, c'est clair. Et donc, on commence avec le t-strings. Donc, dans l'article, il compare évidemment avec le f-strings et le t-strings. Le f-strings, pour rappel, c'est le fait de mettre des variables directement dans ta chaîne de caractères. On pense tout de suite au print, entre guillemets, ta chaîne de caractères, puis entre accolades, tu mets tes variables dedans pour que ça remplace dynamiquement selon ce que tu as défini dans ton code Python. Et là, il parle de t-string. La différence, c'est que le t-string, donc la base va être la même, c'est juste qu'il va pas te générer une chaîne de caractères avec les variables remplacées. Ce qui va te générer, c'est ce qu'ils appellent un objet template. Ça veut dire qu'il va te séparer ta chaîne de caractères que tu as mis avec sans les variables du coup, mais il va te générer ta chaîne de caractères de base et dans un autre sous-objet, enfin une autre une autre propriété. Non, c'est plutôt un attribut de ton objet. Ça va être là tes variables, mais de manière vraiment différente. C'est-à-dire que ton objet, au lieu d'avoir une chaîne de caractères tout remplacée, toute propre, là, il va te dire, je t'envoie un template. À toi de voir, est-ce que tu veux accéder juste à la chaîne de caractères initiale? Est-ce que tu veux accéder aux valeurs qui vont plus tard être remplacées dans ta chaîne de caractères? C'est pas du collage brut, comme C'est dans ça. le f-string, c'est plus modulaire. Exactement. Ok. Et dans l'exemple de l'article, l'auteur parle de qu'est-ce qu'on pourrait faire lors d'une injection SQL. Lors d'une injection SQL, pour rappel, le but d'une injection SQL, c'est de pouvoir modifier un petit peu la requête SQL pour avoir accès à plus d'informations. En gros. Par exemple, un user ID, au lieu de mettre le user ID tout court, on pourrait mettre user ID, quoi, le user 1, 2, 3, or 1 égale 1. Exactement. Qui est toujours vrai. Qui est toujours vrai. Et donc, du coup, ça donne tout le contenu de la table sur laquelle on fait le select. Exactement. D'accord. C'est ça. Et donc, si jamais on utilise le f-string pour générer la requête SQL qui va après être exécutée sur le moteur de base de données, le f-string tout court, bah ça va fonctionner. Par contre, si on utilise le t-template, ça va fonctionner, mais c'est mauvais. Et c'est mauvais, bien sûr. C'est mauvais. Bien sûr, c'est mauvais. Mais par contre, avec le template du t-string, tu vas pouvoir avoir accès à l'objet, enfin tout ça, toutes les données de ton string avec les variables avant que ce soit vraiment généré, que le string soit vraiment généré. Donc ça veut dire que ce que tu pourrais faire, c'est, alors je vais directement accéder aux variables qui vont être remplacées. Donc là, le string initial, tu n'y touches pas. Tu accèdes directement aux variables qui vont être remplacées et tu peux dire, par défaut, comme je sais que je vais avoir du code SQL, je mets tout en string. Ça veut dire que le or 1 égale 1, qu'on pourrait rajouter, qui est du code malveillant, il va aller chercher un utilisateur qui s'appelle or 1 égale 1.
et il va pas directement le mettre en mode requête SQL. Et donc, on modifie ça. Après seulement, donc ce template-là, on va lui dire maintenant tu peux l'interpréter en requête, en chaîne de caractères. Et donc là, ça va te retourner une chaîne de caractères, donc la requête SQL, mais avec la partie du code en mode texte. Et donc là, tu peux l'envoyer à ton moteur de base de données, il n'y a pas de problème. Il va te dire, j'ai trouvé personne qui s'appelle or 1 égale 1. C'est super parce que c'est un sas de traitement, Ouais. Du coup, qui sécurise vachement tes inputs. Quoi. Exactement. Ouais. C'est ça. Bon, évidemment, c'est pas utilisé tout le temps. Ça serait overkill de tout le temps utiliser du t-string pour faire un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que l'exemple qu'a donné l'auteur, c'est intéressant. Et donc, on contrôle mieux les chaînes de caractères. Et niveau ergonomie, les nouveautés, qu'est-ce que ça change? Il y a une console interactive. Quand on parle de console interactive, on parle de coloration syntaxique qui est maintenant à disposition avec l'interpréteur Python 3.14. Donc là, c'est des nouveautés un peu en vrac. Il y a le message d'erreur aussi. Avant, quand tu avais une erreur de syntaxe, ça disait juste il y a une erreur de syntaxe. Maintenant, par exemple, dans l'article, il dit si tu fais un while quelque chose, mais le while sans le E. Le while pour faire une boucle, par exactement. exemple. C'est ça, une boucle. Il va directement donc te cibler le while, il va bien te le souligner, et il va dire est-ce que tu voulais dire while avec un E. Ok. Il va directement comprendre qu'il y a une petite erreur, comment on dit? De syntaxe. Dans les dictées là. Une erreur de. Non, je me souviens plus. Je sais plus non plus. Donc du coup, ça aide beaucoup plus quand on veut débugger. Mais il dit, c'est vrai qu'avec l'IA, il y a de moins en moins ce problème-là qui arrive. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait aussi l'évaluation différée des annotations. Donc, les annotations, c'est quand on fait du typage en Python. Donc là, spécifiquement, c'est du typage pour les fonctions. En Python, c'est exécuté de manière dynamique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin pour un objet, que ce soit une variable ou une fonction, de le typer. On n'est pas obligé de dire c'est un string, c'est un int, ou c'est une certaine classe que tu viens de définir il n'y a pas longtemps. Mais c'est fortement recommandé pour bien débugger, pour que le code soit maintenable, compréhensible quand quelqu'un arrive, qu'on sache tout de suite à quoi on a affaire. Ouais. On est devant le code. Et le problème qu'il pouvait y avoir, c'est si, par exemple, on écrivait une fonction dont le type est une classe que l'on définit. Ouais. Si on définissait cette classe plus loin, plus bas que cette définition-là, Python pouvait ne pas comprendre. Il va dire, moi, je connais pas cette classe-là que tu essayes d'utiliser dedans, vu qu'elle est définie après. C'est vrai que Python, c'est considéré comme un langage qui veut tout comprendre tout de suite dans ce que tu lui fournis. Ouais. Alors que là, ils arrêtent cette logique-là et ça te permet de définir des classes sans forcément devoir les utiliser. Ouais. Exactement. Et avant, pour pallier à ce problème-là, il fallait importer une classe qui s'appelle Future, enfin une classe, un package, un module, on va dire, qui s'appelle Future. Oui, là, avec les 2 underscores de chaque côté. C'est ça. Et les magic méthodes. Exactement. Ouais. Alors que là, maintenant, tu n'as plus à faire d'import. Donc, tu peux définir ta fonction, typer avec une certaine classe, dont la classe, tu l'as définie beaucoup plus tard. Il va comprendre. Ok. Plus de problème avec ça. Il y a aussi des avancées donc sur le GIL. Le GIL, on en avait parlé mais il y a déjà quelques temps. C'est en gros ce qui va bloquer les performances de Python, on va dire. C'est-à-dire que ça va limiter ce qu'on peut faire, le fait d'exécuter des actions en parallèle sur différents cœurs. Ça va fortement limiter ça en Python. Et il travaille déjà depuis, je me demande si c'est pas la version 13 ou 12, je sais plus, peut-être la 13, 3.13. Je pense. Et ils ont une roadmap jusqu'au 3.17, je crois. Donc ça va prendre plusieurs années. Ouais. Oui, bien sûr. Là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir un Python, mais sans GIL. Sans que ça bloque l'exécution multicœur. Ils en ont un peu marre d'être le langage considéré comme super sympa, mais lent. Ouais. Donc, c'est toujours ça. Ouais. Et donc là, pour avoir ça, donc sur Python 3.14, c'est plus en mode expérimental, tu peux l'avoir de base. Sauf qu'il y a deux installations Python 3.14. Ça veut dire qu'on soit sur Windows ou Mac. Tu vas aller sur le site, tu vas télécharger ton .exe ou ton .dmg ou .tar sur Linux, je
crois, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Mais tu vas devoir choisir entre celui qui a le GIL et celui qui n'a pas le GIL. Donc, tu as vraiment 2 Mmh. installateurs différents. Tu Ouais, pas juste une propriété à activer. ouais, C'est OK. 2 installs. Je parlerai après par rapport à la problématique que ça va avoir avec le just in time. On en Mmh. avait parlé aussi. Donc là, sur Python, il y a la possibilité d'activer le just in time avec une certaine propriété. C'est une variable d'environnement plutôt. Donc c'est Python underscore JIT égale 1 pour l'activer. Ouais, OK. Donc le just in time, c'est le fait de pouvoir compiler une partie du code Python. Donc en gros, au moment où il va exécuter le code Python, Mmh. il va en avance compiler une partie. Ça veut dire que quand il va arriver sur une petite partie, elle va déjà être compilée, il va aller beaucoup plus vite. Mais la problématique, c'est qu'on ne peut pas avoir les deux. Le GIL et just in time. Ça veut dire que si on fait une install sans le GIL, Ouais, tu n'auras pas le just in time. d'accord. Par contre, si tu installes ton Python classique avec le GIL, plus limité, Mmh. tu pourras activer le just in time. OK. En plus, Euh, ça fait sens. Faut bien le savoir, mais c'est vrai que le ça top, fait ça serait sens. d'avoir les deux ensemble. Je sais pas comment ils vont, J'ai pas regardé sur la roadmap comment ça se passait. parce que la 3.14, là, pour l'instant, il y a 2 versions. Je sais pas si dans l'avenir, J'imagine qu'ils vont tout réunir sur une. J'imagine. ouais, Faudrait voir. ouais, à voir. En tout cas, l'auteur, il dit de faire attention sur la partie GIL, surtout quand on veut faire un programme monothread. Apparemment, les performances pourraient être dégradées. Tu vois, un Si tu seul thread. choisis Celui sans le GIL, sans mais que tu fais une application mono, OK, thread, OK, ça pourrait dégrader les performances. Et il précise aussi que tous les packages sont pas encore optimisés pour ça. d'accord. Donc si tu as une appli historique qui utilisait du 3.10, 3.11, faut mieux continuer sur, la version de Python sans le GIL. Ouais, OK. exactement. Après, il faut le temps que tout se développe, que les modules ils se mettent à jour, que les packages se mettent à Ouais, jour. ouais, ouais. Mais pour l'instant, c'est important de l'avoir en tête pour, cette version-là, quoi. Pareil sur le just in time, il dit que les perfs peuvent être variables et il Mmh. déconseille de l'utiliser en production pour l'instant. Il faut rappeler que c'est encore expérimental. Après, une des autres nouveautés, c'était le multi-interpréteur. Là, je ne sais pas si je vais réussir à expliquer simplement. Pour Python, quand on développait, il y avait des modules qui permettaient de faire du multithreading. Python, donc le multithreading, pour faire simple, un thread, c'est, on va dire, une action que Ouais. tu peux faire en Python. Mmh. Et quand tu fais du multithreading, ça veut dire que tu peux avoir donc plusieurs actions, mais que tu peux passer de l'une à l'autre très rapidement. Donc, tu as une illusion d'avoir une exécution parallèle. Ouais, moi, je prends souvent la métaphore, on dit, je pense, Mmh. du cuisinier. C'est-à-dire qu'il peut lancer sa préparation d'un côté, s'arrêter et pendant que par exemple, je sais pas, il fait revenir ses oignons, Ouais, pendant que ça il a coupé, il les met, ça il les fait revenir, il oui, peut passer à autre chose pendant 2 ou 3 minutes. exactement. C'est ça en fait ce que fait Python. Alors Mmh. que le vrai multithreading, c'est il pourrait en même temps couper ses oignons et ses poireaux, Ah là, ça serait plus le multiprocessing, je dirais. carrément. L'idéal, c'est d'avoir multithreading, mais que le multithreading puisse s'exécuter sur plusieurs cœurs. Parce que Parce là, le que là, problème, on est c'est en que le monocore. multithreading sur un cœur. C'est du multithreading en monocore. Ouais. Et c'est ça qui peut poser problème. Ça veut dire que c'est pas un vrai parallélisme. C'est que ça doit passer d'une tâche à l'autre parce qu'un cœur ne peut faire qu'une action à la fois. Enfin, ne peut encore une plus petite action que ce que tu peux avoir dans un thread. OK. Donc, il passe rapidement sur les autres. Mais l'idéal, effectivement, c'est d'avoir du multithread aussi, pas de problème, mais réparti sur plusieurs cœurs. Et sachant que la plupart de nos CPU aujourd'hui, ils ont 8 cœurs, 10 Ouais, cœurs, clairement. ouais. Ils sont tous multithreading, enfin, je pense, parce que t'es pas obligé d'avoir des processeurs. Avant, t'avais pas obligatoirement des processeurs multithreading. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment faire une action à la fois. Mais OK. bon, ça, il y a très longtemps quand même. Mais oui, ils sont tous multithreading et multicœur. Ouais, je sais pas sur mon ordi. Je me demande s'il n'y a pas 16 cœurs sur l'ordi que j'ai. Ah oui, sur les derniers Mac, Ouais. Moi, j'ai un M3 Max. ouais, tu dois avoir, au moins 12 et Mhm, sûrement 16, ouais. clairement. Donc ça limite fortement quand même. Mhm, c'est ça. Mais l'avantage du threading aussi, c'est que la mémoire est partagée. C'est-à-dire que les informations peuvent transiter entre plusieurs threads et ça peut être pratique. OK. Donc pour faire avancer aussi certaines tâches. Mais ça peut aussi provoquer des problèmes d'empiètement mémoire, des fois, dans certains cas.
D'accord. En Python, donc en plus d'avoir le multithreading, tu as le multiprocessing. Là, c'est le fait d'exécuter des processus vraiment distincts. Mais dans ce cas-là, des processus distincts, ça va consommer plus de mémoire, ça va consommer plus de ressources. Ta machine. Et là, ce qu'ils introduisent, c'est le current interpreter. Donc là, le but, ça serait d'avoir du thread, enfin d'utiliser le multithreading, donc une mémoire partagée, mais exécutée dans différents, en fait, qui seraient exécutés avec leur propre mémoire aussi. Pas encore en mode multiprocessing. Donc ça veut dire que ça serait, ils pourraient avoir plus facilement une communication tout en étant suffisamment isolés, avec D'accord. moins de ressources consommées, de ce que je OK. comprends. Après, en nouveauté, il y avait aussi une syntaxe plus légère. Donc là, il prenait l'exemple d'un comment récupérer les erreurs. Avant, quand tu voulais récupérer plusieurs erreurs, il fallait que tu fasses un tuple. Donc entre parenthèses, tu mettais ton erreur, virgule une erreur, virgule potentiellement plus d'erreurs que ça. Que là maintenant, si jamais t'as pas besoin de tout stocker dans une variable, quand on dit stocker dans une variable, c'est que tu fais ton except entre parenthèses ta liste des erreurs as quelque chose. Ouais. Là, en gros, tu vas stocker dans ton as f, enfin ton as e, par exemple. Tu vas Le stocker toutes fameux tes erreurs. Ouais, pour les erreurs, ouais. c'est ça. Alors que si t'as pas besoin de as, là, tu peux juste virer les parenthèses. Donc, tu fais juste ta liste d'erreurs. Oh. Voilà. Il y avait ça. Il y avait aussi l'arrivée apparemment d'une compression qui s'appelle le Z standard. Moi, j'utilise pas trop les compressions, Moi non plus. mais ça permet d'avoir une bonne compression, de ce que je comprends. Apparemment, c'est un outil qui est rapide dans la compression des compressions. Et donc là, il donnait juste un exemple pour comparer la compression. Il faisait en gros une phrase. Il faisait 10 000 fois cette phrase. Il la stockait dans une variable, il compressait, il décompressait. Donc ça faisait 620 000 octets. Là, 10 000 fois la même phrase. Compressé, c'est 127. Après, je sais pas si c'est pertinent parce que c'est toujours la même phrase. Donc je pense qu'il y a d'autres compresseurs qui peuvent être aussi efficaces. Mais c'est une possibilité de compresser en plus. OK. Et je devrais me mettre à la compression des JSON et tout. Ça peut être utile dans certains cas. Mais j'en ai rarement le cas. En fait, j'ai jamais dû m'y intéresser. Mmh. Mais je suis sûr qu'il y a des choses, super à faire. Bah, j'imagine qu'à partir du moment où tu travailles sur des applications Python où il y a du réseau, le fait de pouvoir compresser ta donnée que tu envoies entre, différents sockets, que tu envoies, Ouais, ouais, ouais. partout, là, c'est super intéressant. Tu dois optimiser, C'est ça. les cas. Là, je pense que ça pourrait être vraiment pertinent. Ouais, ouais, ouais. Après, faire de la compression, si jamais tu as des traitements à faire dessus, là, il en parle pas, mais je pense pas que tu puisses faire du traitement sur des données compressées, par exemple. Donc là, du coup, sur la partie data Mmh. engineering, c'est vrai que Ouais. c'est limité plus, sur la partie stockage, réseau, Ou juste, cache. faire transiter de la donnée, Ouais. mais en fait, nous, on utilise des formats qui sont déjà ultra compressés, OK, de expert. l'Avro, Et il y avait une dernière nouveauté qui était présentée. Bon, c'est pas les seuls. Heu, Là, c'est plus abstrait pour moi, je sais pas pour toi, j'ai jamais, ce cas qui pourrait se présenter en tout cas. Mmh. C'est quand il y a une application qui s'exécute en production, une application Python. Ouais. Apparemment, avec la nouveauté, tu peux avoir un script à côté, externe en fait à ton application qui tourne et pouvoir accéder à certains processus de l'application. Parce que peut-être qu'il y aurait un plantage sur un certain processus d'application et tu pourrais y accéder directement pour voir, récupérer des informations dessus. D'accord. Avant, apparemment, si tu essayais de faire ça, ça pouvait faire planter l'application Python. Sur laquelle tu voulais, que tu Accéder. voulais inspecter, ouais. Ouais, c'est OK, ça. OK. Mmh Donc mh. ça pouvait poser problème de problème en D'accord, OK, donc il gère mieux ce cas d'usage. apparemment, ouais. Là, il donne un exemple quand tu accèdes vraiment à un processus spécifique. Là, tu as un PID, tu donnes le nom du PID, tu vas accéder directement. Je sais pas si tu avais d'autres Bah, non, c'est choses. déjà bien condensé. Puis Ouais. je trouve que ça, j'avais peur de que ce soit trop quoi, pas assez vulgarisé Mmh. et je trouvais que même, moi fatigué, tu vois, je comprends donc L'article, vraiment, je l'ai trouvé bien. Après, j'ai dû relire plusieurs fois le ouais, F-string ouais, testing quand même ouais, pour bien ouais, ouais, comprendre ouais, ouais. dans quels sont les cas d'usage. Heu, mais C'est je l'ai un trouvé bon bien. site, d'ailleurs, Docstring? Docstring et il a Mmh. une chaîne YouTube aussi. Mmh. C'est qualitatif ce qu'il fait. Mmh. Ouais. Ouais, je recommande aussi. Et il y avait un deuxième article, qui parlait de data rédaction vs le data masking. Le but, Ouais. c'est de pouvoir bien choisir pour protéger et exploiter la donnée. Hem, Déjà, en premier, Mmh dans mh. l'article, ils expliquent c'est quoi la différence entre les 2.
Parce que c'est vrai que data redaction ou redaction, moi ça me parlait pas du tout. Je voyais pas ce qu'il voulait dire par Est-ce que redaction. c'est un faux ami d'ailleurs, redaction? Parce que Je pense pas. je Tu penses que c'est un faux ami? bah, je sais pas. Redaction en anglais, ça veut dire quoi? Je sais pas. Oh, je sais plus Bah, écrire. le podcast devient Non, aussi traducteur. pour rédaction. J'ai pas l'impression que ce soit Rédaction. un Non, c'est faux vrai. ami. Parce que l'action de la redaction, du coup, c'est quoi? Bah, c'est le fait de retirer ou de, entre guillemets, noircir une information. C'est en gros de la supprimer, en quelque sorte. C'est le fait qu'elle n'existe plus. Donc c'est pour ça, redaction, je vois pas trop. Ou peut-être que derrière ça, c'est le fait de réécrire l'information pour qu'elle ne soit plus dispo. Peut-être. Et, Travail rédigé aussi. c'est pour ça, je trouve ça pas très clair. Ouais, je trouve que en fait, le mot, pourtant les Anglais, ils sont forts pour, je trouve ils ont des mots qui correspondent bien, qui veulent dire beaucoup de choses. Non, pareil. Compliqué. Ou c'est Ouais. peut-être la rédactrice de l'article qui a peut-être mal choisi, je sais pas. Je sais pas si c'est un terme officiel. Parce Ouais, que des c'est vrai fois, que moi, j'avais jamais entendu, hein. Data masking, c'est ultra connu. C'est ça. Mais pour ceux qui connaissent pas le data masking, c'est le fait de pouvoir. Euh, enfin, il y a plein de data masking possibles, mais c'est le fait de pouvoir soit activer ou désactiver la donnée selon la personne qui accède. C'est le fait aussi de pouvoir remplacer la donnée, mais que ça reste une donnée réaliste pour ne pas pénaliser l'analytique après ou l'exploitation des données après. Par exemple, on pourrait garder le même format, c'est-à-dire que là c'était une chaîne de caractères, par exemple un prénom qui avait tant de lettres, on va garder le même un autre prénom avec tant de lettres. Enfin, pour l'analytique ça n'a pas trop d'impact, mais c'est l'idée derrière. Donc c'est-à-dire que la redaction, c'est impossible d'avoir des fuites de données avec ça parce que du coup il n'y a plus la donnée, elle n'existe plus telle qu'elle l'était, donc elle est plus exploitable. Par contre, le data masking, ça peut être utilisable, par exemple, pour les devs, pour ceux qui analysent la qualité. Ouais, les testeurs. Voilà. Exactement, pour l'analytique. Voilà, ça peut être encore utile par rapport à ça. Après, il y a aussi le fait, est-ce que la donnée doit être réversible ou irréversible? Ça veut dire que, par exemple, quand le data masking, on fait de la tokenisation, parce que c'est une des possibilités aussi du data masking, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On fait du chiffrement, pareil. Ça peut être réversible. Avec le chiffrement, on a la clé de déchiffrement, on peut avoir l'accès à l'information de base. Ouais. Par contre, il y en a qui sont irréversibles. Dans le data masking, il y a aussi la possibilité de faire un shuffle sur les colonnes. C'est-à-dire que tu as une donnée qui est sur une ligne. Cette donnée-là, en fait, tu peux la mettre sur une autre ligne. Et puis, la donnée qu'il y avait sur cette ligne-là, tu peux la mettre à une autre ligne, etc. En fait, tu shuffles vraiment tes données. Donc, ça veut dire on va dire statistiquement, la répartition, ça va être la même. Mais là, c'est irréversible parce qu'on n'arrive plus à remettre là où il faut sur les bonnes lignes. D'accord, donc c'est de la donnée avec des vraies informations, mais mélangées, qui ne veulent plus dire grand-chose, hein. Ouais, c'est ça. Donc, sur n'importe quel échantillon ou sur toute la population, statistiquement, tu auras les mêmes résultats. OK. Mais à la ligne, effectivement, ça sera plus réel. Ça sera plus une vraie ligne. Donc là, c'est irréversible. Donc c'est à choisir entre ça et ça aussi. Il y a une partie où elle explique aussi comment choisir selon le cas d'usage et la conformité. Donc, si on choisit la redaction, elle dit que c'est plus concernant des documents plutôt publics, sur des demandes légales, qui n'ont pas d'accord de traitement des données. Si on a besoin de respecter dans certains cas la RGPD, pour le data masking, ça peut être pour travailler sur des environnements de dev, d'analyse qui ont soit besoin d'accéder, soit qui n'ont pas besoin d'accéder. Par exemple, est-ce que les devs ont vraiment besoin d'accéder à la donnée, la vraie donnée? Au nom et au prénom. Dans ce genre-là, je suis pas sûr. Je pense pas. On fait jamais de jointure sur des noms, des prénoms, des numéros de téléphone. C'est ça. Alors que par exemple, l'équipe CRM, elle a besoin. Oui. Pour bien cibler ça. Après, je sais pas les autres informations. Il pourrait y avoir peut-être le sexe, il pourrait y avoir pas mal de trucs. Donc là, on va dire pour les algorithmes de machine learning, eux, ils auraient peut-être besoin d'accéder à cette information-là, mais pas toujours selon les cas, parce que pour pas qu'ils se transforment pour pas que ce soit comment on dit, qu'il y ait du sexisme en fait dans le modèle qui va générer. En tout cas, il y a des questions qui se posent. Et à la fin, donc selon les choix, selon les questions que tu vas te poser, qui est-ce qui va voir la donnée? Est-ce qu'on doit garder une relation entre les tables et les faits, les événements? Est-ce que dans les données que j'ai, il y a un risque de pouvoir réidentifier les données? Si oui, est-ce que c'est acceptable ou pas? Il y a toutes plusieurs questions. Et après, c'est comment on va implémenter. Ce qu'il propose, c'est donc déjà de classer les données, si c'est du public, interne, confidentiel, etc. Pour bien différencier les différents degrés de confidentialité sur la donnée.
Après, ce qui est conseillé, c'était d'automatiser directement ça à l'ingestion. Donc, quand je dis ça, c'est le fait de faire soit une redaction ou soit faire un masking. Donc, c'est-à-dire de faire un shift left, en fait, sur cette décision. Donc, le shift left, c'est un terme qui revient assez souvent. C'est juste pour dire que la décision doit être le plus proche possible de la source de données. Et après, le fait d'industrialiser les pipelines avec des politiques centralisées. Là, il citait toutes les sources. Donc c'est une politique définie par la data compliance. Ouais, exactement. Ouais, qui est une ouais. politique centralisée D'accord. à faire respecter. Toutes mes missions, j'en ai pas énormément vu. Au niveau de la data, Ouais. j'ai travaillé sur des data clients ici. Moi, j'ai déjà été confronté Ok. data masking, Avec anonymisation. des procédures rigides, quoi, claires et Ouais. sur lesquelles c'était contrôlé. Contrôler, je sais pas. Parce que des fois, j'ai l'impression que on a des procédures, hein, mais que contrôler, si je tu les sais. respectes pas, il y a pas vraiment de. Nous, c'était directement dans le code SQL qu'on faisait les règles. Ouais. Donc après, je sais pas si c'était contrôlé plus que ça, mais Mmh. il y avait des règles pour dire alors là, on fait un suivi en interne des collaborateurs qui ont effectué telle action sur la partie manutention, logistique, etc. Mmh. Alors c'est ok sur un certain nombre, sur une certaine durée. Par contre, à partir d'une certaine durée, on ne veut plus garder ces informations sur les collaborateurs en interne. Et donc là, on va anonymiser le matricule, le nom, le prénom, etc. Donc on va garder l'info de ce qui s'est passé en logistique, mais il n'y aura plus de personnes vraiment attribuées à partir d'un certain moment. D'accord. Il y a cette règle-là. Il y avait les clients aussi, selon ce qu'ils avaient coché, qu'ils autorisaient que les informations soient utilisées ou pas. Il pouvait y avoir des informations qui remontent, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'IP, il n'y a pas de nom, il y a aucune info. Ou pareil, un client qui va demander a posteriori de se faire masquer ses données, là, dans ce cas-là, on peut anonymiser les données aussi, mais directement dans le code SQL. Voilà tout ce que je pourrais dire sur cet article. En gros résumé, on vous invite toujours à aller lire les articles qui sont plus étoffés. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cet article? Bah, moi, je suis un peu quoi, je lis entre les lignes, de ton exposé. C'est vrai que data redaction, je suis pas forcément fan du branding et je pense que c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire en termes d'analytique. Souvent, on essaye de repousser un peu les limites de ce qu'on peut faire, Ouais. mais c'est aussi bien d'avoir ce qu'on appelle la data compliance, donc les règles du respect de la réglementation, Ouais. qui soient bien définies. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé de poser une question en disant, qu'on a 5 ans d'historique, et qu'on fait pas aucun traitement sur l'aspect réglementaire. Ouais. Est-ce que c'est bon? Mmh. Et en fait, on sait pas me répondre. Je pense qu'il y a des domaines comme, par exemple, les ressources humaines ou, Mmh. tout ce qui concerne les tables clients, Mmh. où les réglementations, elles sont connues, et s'il y a un contrôle, c'est la CNIL, il me semble, qui fait Ouais, ça c'est en ça. France. Ils vont tout de suite aller voir ça et je pense qu'il y a pas de gros soucis. Mmh. Il peut y avoir des petites recommandations à droite à gauche, qui doivent être réglées dans l'année, par exemple. Ça, on a déjà vu ça. Après, dès qu'on sort un peu du chemin de ce qu'on a l'habitude de voir, données clients, données RH, en tant que développeur, on se dit: «J'ai envie de bien faire, mais est-ce qu'on a forcément l'accompagnement, dans l'entreprise pour, Pas toujours, et après il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises en peut-être un peu plus haut aussi, Ouais. parce qu'on va dire que les données, par exemple, des chiffres d'affaires, enfin qui peuvent être liés au chiffre d'affaires, c'est de la donnée sensible, ça devrait pas être exposé partout, mais c'est pas des données clients. Donc là, je dirais qu'il y a rien à anonymiser dans la donnée, mais c'est plus, à vérifier les accès de qui a accès à ça. Donc là, ça veut Mais dire que c'est un petit tu peu vois, plus haut. par exemple, je vais donner un exemple concret. Mmh. Tu es sur un pipeline Mmh. où tu as tous les commentaires des livreurs, Mmh. par exemple. Mmh. Effectivement. En fait, le livreur, dans son commentaire, Mmh. qui te dit que lui va pas mettre des informations, sensibles Ça peut. ou personnelles dans Ouais, le commentaire, ça peut. tu vois? Mmh. Et en fait, tu te dis: «Ben, ça pourrait arriver, mais qu'est-ce que je fais?» Et en fait, la plupart du temps, on sait pas nous répondre. J'avais bossé sur un truc comme ça aussi, chez un client. Heu,
où on récupérait les informations sur des produits, sur les commentaires produits. Ouais. C'est-à-dire que chaque produit sur le site de l'entreprise avait des commentaires, avait un rating, donc le fait que tu mettes 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ouais, comme on voit sur la plupart des marketplaces, quoi. C'est ça, Mmh. exactement. Il y avait le nombre de pouces pour dire les personnes qui ont trouvé bien, etc. Comme c'était compliqué, effectivement, on savait pas trop nous expliquer aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces commentaires-là. Nous, on a décidé de ne pas remonter les commentaires dans le système d'information. On les a D'accord. laissés dans la source. On n'a pas D'accord. pris les commentaires OK. parce qu'on savait pas nous expliquer, parce qu'il pouvait y avoir des commentaires risqués. C'était possible, Ouais, ou des messages de haine, par exemple. ouais. Et donc on a dit, on ne les remonte pas, vu qu'il y a aucune politique là-dessus. On Mmh. retourne toutes les autres informations. Donc on D'accord. sait qu'il y a un commentaire, une fiche produit, on sait combien il y a de rating, etc., dessus. Mais les commentaires, on les D'accord. laisse. Tant OK. qu'on nous dit pas c'est quoi la politique, on les prend pas. Ouais, tu peux aussi la jouer défensive et Mmh. effectivement pas prendre aucun risque, en fait. Ouais. Ouais. Et c'est passé. Bah, merci, hein, Merci Axel. cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Pour rappel, on est disponible donc sur Apple Podcasts, YouTube et Spotify. Pensez à nous mettre aussi une bonne notation, donc 5 étoiles, un pouce sur YouTube pour qu'on puisse remonter dans les algorithmes, pour qu'on puisse être proposé aux bonnes personnes au bon moment. Et si vous voulez parler aussi un peu plus ou nous faire vos retours sur le podcast, il y a toujours l'espace commentaire sur les différentes plateformes. Et donc on se revoit d'ici quelques semaines. À bientôt. Merci à tous.